Merci Marco, et je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs du colloque, Armel, Christophe et Bruno qui est en visio, pour leur invitation, ainsi que l'École française d'Athènes pour son accueil. Alors évoquer le chameau dans une journée consacrée aux circulations animales, cela peut paraître comme une évidence, tant notre imaginaire associe cet animal avec le nomadisme et le commerce caravanier, mais aborder le chameau par les yeux des Grecs a un intérêt particulier, car par rapport à la Grèce, le chameau est un animal exogène qui arrive assez tardivement dans les marges orientales du monde grec classique et qui ne sera jamais véritablement adopté. Il est d'un côté très exotique, car il sert à penser l'altérité, mais d'un autre côté, c'est un animal relativement familier par l'ampleur de son exploitation dans l'empire achéménide voisin. Si ses compétences de grand transporteur n'ont jamais vraiment intéressé les Grecs de Grèce, il n'en va pas de même lorsque les Grecs se sont retrouvés eux-mêmes maîtres de l'Orient et qu'ils ont été confrontés aux mêmes problématiques de circulation et de transport que les grands rois. Alors c'est pour ça que j'ai fait légèrement évoluer le titre de ma communication qui va bientôt apparaître. Parce que je voudrais dans un premier temps retracer l'itinéraire du chameau jusqu'en Grèce, les conditions et les conséquences de sa diffusion dans le monde grec. Puis, dans un second temps, j'essaierai de montrer le rôle qu'il a joué dans les mobilités du monde hellénistique. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il apparaît. Oui, mais je l'ai lancé. Voilà, donc là avec le petit écran. Ah, je refuse de... Ah, c'est ça. S'il fallait un temps de chargement. Tu n'as pas de... Non, c'est bon. On peut passer en plein écran. Voilà, c'est parfait. Merci, Mireille. Donc j'ai légèrement fait évoluer le titre pour voir ces deux aspects, à la fois la mobilité du chameau jusqu'en Grèce, son entrée dans le monde grec, et puis ensuite le rôle qu'il a joué dans les mobilités de l'époque hellénistique. Donc ce sera les mobilités camélines dans les sources grecques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de faire un point sur la terminologie utilisée dans cette communication, car comme vous le savez, il existait dans l'Orient achéménide deux espèces de camélidés domestiques, Camellus bactrianus et Camellus dromedarius. Les Grecs ont appelé les deux espèces camélos, mais très vite, et c'est déjà formalisé chez Aristote, ils ont distingué le camélos bactrien qui a deux bosses et le camélos d'Arabie qui n'en a qu'une. Leur morphologie permet de les distinguer sans aucun problème. Pour plus de clarté, je dirais chameau de Bactriane ou bactrien pour désigner Camellus bactrianus et dromadaire pour désigner Camellus dromedarius, même si vous verrez qu'avec l'expression grecque de chameau de course, ça peut créer une ambiguïté, mais je me tiendrai à cette stricte équivalence. J'emploierai simplement le terme chameau lorsque les deux espèces sont concernées ou lorsqu'elles sont indifférenciées dans nos sources. Ma communication a été grandement facilitée par la publication cette année de l'ouvrage collectif Les vaisseaux du désert et des steppes, dirigé par Damien Agut-Labordère et Bérengère Redon. Et ces études récentes me permettent, en guise d'introduction, de vous présenter un tableau rapide de la diffusion des chameaux domestiques en Orient. Les deux foyers de domestication sont situés avec quelques incertitudes. Pour le chameau bactrien autour de la mer d'Aral entre le 5e et le 4e millénaire, et pour le dromadaire en Arabie du Sud-Est entre 1200 et 1000. À partir du foyer asiatique, on observe donc l'arrivée du chameau dans la culture dans la civilisation de l'Oxus au cours du 3e millénaire. Et puis ensuite, il se diffuse pendant le 3e et le 2e millénaire sur le plateau iranien et à l'est vers l'Afghanistan, l'Inde et le Balouchistan entre 1700 et 1500. Vers 2000, les premiers chameaux de Bactriane arrivent à Sumer via l'Élam, mais ce sont encore à l'époque des animaux exotiques réservés à la curiosité royale. Et vers le XIIIe siècle, les premiers spécimens atteignent la Syrie. Là commence une autre histoire, celle du dromadaire domestique, qui commence à être exploité dans l'oasis de Taïma entre 1200 et 1000. Et les sources bibliques nous renseignent assez bien sur cette période de la fin du 1er millénaire, pendant laquelle les tribus midianites et amalécites se servent des dromadaires pour opérer des razzias en Judée. Et les Hébreux qui ne disposent pas de l'animal, en fait, sont d'abord démunis. C'est l'empire néo-assyrien ensuite qui accélère la diffusion du dromadaire par son économie tributaire. Les Assyriens ont en effet imposé aux Arabes, à certaines tribus arabes, le paiement d'un tribut constitué en partie de dromadaire. Et les contacts avec les populations chamelières d'Arabie ont d'ailleurs suscité chez les Assyriens une iconographie
qui concorde d'ailleurs avec les sources bibliques sur la question des usages militaires de l'animal, c'est-à-dire que celui-ci était manifestement employé comme moyen de transport pour acheminer rapidement les troupes et éventuellement assurer leur retraite, mais les Arabes démontaient pour combattre. Vers les années 730, le roi assyrien Tiglath-Phalazar III impose un tribut constitué partiellement de dromadaires, non seulement aux Arabes, mais aussi aux dynastes de Samarie, de Tyr, de Damas, de Byblos et des principautés du sud-ouest anatolien, comme vous le voyez sur la carte. Ce qui montre que l'usage de l'animal s'étend à ce moment-là déjà à tout le Levant. C'est d'ailleurs au 7e siècle que les premières représentations des dromadaires apparaissent en Méditerranée orientale, à Chypre avec le dromadaire d'Amatonte en haut, qui a été publié par Bettina Fischer, et à Rhodes avec la statuette de Camiros au centre, représentant un Assyrien sur un chameau qui baraque. Mais aussi le fragment de boîte à bijoux en bas à droite, daté d'environ 600. Et on retrouve même des statuettes de dromadaires, enfin des représentations de dromadaires jusqu'en Grèce, puisqu'en bas à gauche, vous avez la statuette du 7e siècle, retrouvée en 1862 sur le site d'un sanctuaire archaïque près de Thégée, et dont le thème de la déesse assise sur un dromadaire pourrait venir de Chypre. Enfin, plusieurs études sur la présence caméline en Égypte ont abouti à la conclusion que même si l'animal était connu dès le début du 1er millénaire, il n'a jamais vraiment été exploité en Égypte avant les invasions menées par l'Assyrien Assaradon en 673 et par les Perses de Cambyse en 523. Finalement, lorsque Cyrus le Grand fonde l'Empire achéménide au VIe siècle, les territoires qu'il conquiert comptent donc à la fois des chameaux de Bactriane et des dromadaires. Cela est parfaitement clair sur les reliefs de la Padana de Persépolis, avec à droite des tributaires arabes qui amènent un dromadaire, et à gauche, plusieurs chameaux de Bactriane qui sont conduits par des peuples du nord-est de l'Empire, qu'on identifie généralement aux Bactriens et aux Parthes ou aux Arènes. Les deux espèces de camélidés ont donc cohabité au Levant, en Mésopotamie et sur le plateau iranien, et on voit même, pour l'anecdote, une plaque en or ajourée découverte dans le sanctuaire de l'Oxus à Tartis-Sanguine, qui représente des Bactriens conduisant un dromadaire. Donc cette cohabitation a probablement donné lieu à des expériences d'hybridation, mais ces expériences sont pour les périodes anciennes davantage supposées qu'attestées, et là je renvoie aux travaux de Daniel Potts. Dès le VIe siècle, Cyrus aurait intégré les chameaux dans son armée comme bêtes de somme pour porter le ravitaillement, et lors de sa campagne anatolienne en 547, il a même eu l'idée de les faire monter par des archers et de les aligner face à la cavalerie lydienne de Crésus. Il s'agit alors d'effrayer les chevaux en leur opposant un animal inconnu et impressionnant, ce qui, d'après Hérodote et Xénophon, lui aurait permis d'obtenir la victoire. C'est de cet épisode que découle l'idée grecque, selon laquelle, idée qu'on retrouve d'ailleurs chez Aristote, selon laquelle le cheval et le chameau ne se supportent pas et entretiennent un antagonisme permanent. Les successeurs de Cyrus ont ensuite conservé un train de chameaux dans leur armée pendant toute leur campagne. Darius Ier leur fait traverser le Tigre en 522 contre Nabuchodonosor III, c'est mentionné dans l'inscription de Behistun. Et d'après Strabon, en 513, les chameaux auraient souffert lors de la retraite de Scythie. On déduit parfois du récit d'Hérodote que les Grecs auraient découvert le chameau en 480 lors de la campagne d'invasion conduite par Xerxès. Vous allez voir, ce n'est pas complètement faux, mais c'est un raisonnement un peu rapide. En effet, les cités grecques d'Asie mineure tombent entre les mains des Perses dès les années 540, et c'est précisément à cette période que plusieurs représentations de chameaux bactriens apparaissent sur la céramique ionienne. On peut notamment signaler le cratère de Bayrakle, qui a été découvert près de Smyrne et qui montre un chameau à deux bosses guidé par un chamelier scythe. Chose intéressante, les contacts égéens et les circulations d'artistes font que les premières représentations de chameaux bactriens apparaissent aussi dans les ateliers de Grèce à la même époque. Le peintre du chameau a produit à Thèbes, par exemple, un beau skyphos à figure noire conservé à Munich. Enfin, un skyphos attique à figure noire pourrait aussi être antérieur aux guerres médiques et représenter, selon une intuition de l'Ilicaïde, un chameau. Les jambes et la tête semblent l'animal étant lourdement chargé et assez mal dessiné, son identification est incertaine. Il est vrai que les jambes et la tête semblent plutôt indiquer une mule, mais cela n'est pas nécessairement discriminant, car les peintres grecs se sont longtemps inspirés de la morphologie des équidés pour représenter les chameaux, à l'instar d'ailleurs du peintre du cratère de Bayrakle qui dote le chameau de grandes oreilles, alors qu'il sera évident plus tard pour les Grecs que les camélidés se caractérisent justement par des oreilles très courtes par rapport à leur corps. Une fable ésopique proposait même un récit étiologique expliquant le raccourcissement des oreilles camélines par Zeus. Alors, il faut en revanche attendre la campagne de Xerxès en 480 pour que les Grecs d'Europe établissent un contact direct avec les chameaux.
Leur arrivée en Grèce est assez bien documentée par Hérodote. Comme ses prédécesseurs, Xerxès utilise essentiellement des chameaux cytophoroi, c'est-à-dire des chameaux de bât affectés au transport des vivres. Les immortels disposent par exemple de leur propre chameau cytophoroi. Ce sont ces chameaux qui, d'après Hérodote, sont attaqués sur la route de Thermée en Macédoine par des lions qui descendent la nuit des montagnes. Et cet épisode est resté célèbre chez les Grecs, si bien que John Boardman pense que le graveur ionien du 5e siècle qui a réalisé le sceau dont vous voyez ici un dessin en bas à droite s'est inspiré du thème oriental du lion attaquant un herbivore, mais qu'il a substitué aux cerfs et aux bovins habituels un chameau en référence à cet épisode. En dehors de ces chameaux de bât, Xerxès compte aussi dans son armée des contingents arabes qui sont venus avec leur propre dromadaire. Comme l'a montré Michael McDonald, il s'agit d'une infanterie montée. Les combattants arabes sont équipés en fantassins, ils ne sont pas comptabilisés dans les effectifs montés et ne marchent d'ailleurs pas avec la cavalerie. Après la bataille de Platée, le butin des Grecs comprend de nombreux chameaux. Le Spartiate Pausanias, qui commande l'armée grecque à Platée, en reçoit une partie, mais Hérodote laisse entendre qu'il n'est pas le seul. Il faut donc considérer qu'en 479, non seulement des chameaux sont ramenés à Sparte, mais d'une manière générale, les chameaux du grand roi sont dispersés dans toute la Grèce. Que sont-ils devenus? Rien ne laisse penser que les Grecs ont cherché à exploiter l'animal. D'ailleurs, sa résistance au milieu désertique avait moins d'intérêt en Grèce, d'autant que sa fragilité en terrain de montagne ne lui permettait pas vraiment de rivaliser avec l'âne et la mule. Et quant à savoir ce que les Grecs ont fait des chameaux de Xerxès, la documentation n'a pu inspirer qu'une hypothèse aux historiens, qui est celle de l'exhibition des animaux historiques lors des fêtes et des foires dans des spectacles de rue. C'était l'idée de Lily Cahill lorsqu'elle s'est penchée sur le Scyphos attique des nains, qu'on a vu tout à l'heure, et on peut rapprocher de cette intuition une fable ésopique mettant en scène un propriétaire de chameau qui force son animal à danser. Les indices restent donc ténus. En tout cas, cette arrivée impromptue du chameau dans le paysage animal des Grecs justifie la position d'Hérodote qui, dans son livre 3, juge parfaitement inutile de décrire l'animal, car selon lui, il est déjà très bien connu des Grecs. Cette irruption du chameau explique aussi le fleurissement des représentations de l'animal sur les vases du 5e siècle. Vous en avez quelques exemples ici qui appellent un certain nombre de remarques. D'abord, même si les Grecs ont vu les deux espèces, le camélidé vedette de l'époque classique reste le chameau de Bactriane à deux bosses. On a tout de même quelques exceptions qui montrent que le dromadaire pouvait aussi être représenté. Sur le Nokoé du Louvre, à droite, par exemple, Edmond Potier est le premier à y avoir identifié un camélidé, donc un dromadaire en l'occurrence, rejoint ensuite par Konrad Schauenburg. Il est vrai que le dessin n'est pas très ressemblant, notamment au niveau de la tête. En revanche, la représentation des genoux très calleux et surtout la présence d'un anneau nasal ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agit bien d'un dromadaire. Autre exemple, le vase plastique, qui apparaît ici, le vase plastique de Sotadès au Louvre, qui a été reconstitué par Lily Cahill et qui représente un dromadaire de bât conduit par un Perse. Ce qui m'amène à une deuxième remarque, les chameaux sont désormais souvent associés aux Perses, que les artistes représentent dessus ou à côté. Cette association revient aussi dans les œuvres théâtrales, chez Aristophane par exemple. Le chameau peut aussi venir compléter le tableau d'un Orient exotique et fantasmé, comme on le voit sur la pelliquée de l'Ermitage au centre, où le chameau de Bactriane suit un homme noir. Le chameau est un élément de l'imaginaire des confins du monde. Échille, par exemple, dans Les Suppliantes, fait dire au roi d'Argos « J'ai ouï parler aussi d'indiennes nomades qui chevauchent des chameaux sur des selles à dossier à travers les régions d'Éthiopie. » On a là un bel exemple de ce que Pierre Schneider a appelé les confusions aux extrémités du monde. Enfin, le chameau intègre aussi les représentations du faste oriental. La richesse exubérante des grands rois passe pour les Grecs par l'exhibition et la consommation de chameaux. Cela reste ensuite un marqueur de richesse dans la rhétorique grecque jusqu'à l'époque impériale. Ce qui ressort aussi de ces représentations, c'est le potentiel comique de l'animal. Il est particulièrement mis en avant dans la pelliquée de l'Ermitage, et la comédie s'en est emparée. La comparaison au chameau est d'abord un bon moyen de stigmatiser la laideur physique ou morale d'un personnage, et par sa vitesse, le chameau est aussi assimilé à la fuite et exprime la lâcheté. Toutefois, au-delà des représentations culturelles des camélidés, au-delà des représentations culturelles, les camélidés sont aussi beaucoup mieux connus à l'époque classique. Et l'histoire des animaux écrite par Aristote en témoigne. Aristote est par exemple capable de décrire l'amble, qui est l'allure naturelle des chameaux, mais aussi très précisément la morphologie de leurs pieds dotés de coussinets. Et dans le traité sur les parties des animaux, il décrit avec beaucoup de justesse leur bouche kératinée et leur estomac de ruminant, ce qui peut suggérer des connaissances acquises par dissection. Il est aussi en mesure de corriger Hérodote, qui affirmait que le chameau avait deux genoux et qu'il était capable de plier sa cuisse en deux.
Aristote a pris soin de se procurer des informations précises, autant sur le dromadaire que sur le chameau de Bactriane, même si sur ce dernier, il y a quelques erreurs. Cela lui permet d'établir les rythmes de la reproduction pour chacune des deux espèces, mais aussi de décrire l'accouplement avec plus de lucidité que ne l'avait fait Démocrite d'Abdère. En effet, ce philosophe cité par Élien avait déduit que l'animal était pudique parce qu'il s'isolait du monde lors de l'accouplement. En réalité, l'isolement des animaux est voulu par l'éleveur pour favoriser le taux de fécondité qui est assez faible. Tout le processus d'accouplement se fait bien sous la surveillance et parfois même avec l'assistance de l'éleveur. Les informations ethnographiques qui apparaissent ici et là dans l'œuvre d'Aristote montrent que l'auteur s'est procuré des renseignements auprès de chameliers étrangers. Le cocktail à base d'eau et de lait de chamelle, par exemple, fait très authentique. Et on remarque que la plupart des informations relèvent des modalités d'utilisation de l'animal à la guerre, la castration, l'utilisation d'hyposandales, la fabrication d'arcs. L'œuvre zoologique d'Aristote est pourtant généralement assez faible sur les animaux exotiques, car elle a été composée dans les années 340 et n'a pas bénéficié des apports de la campagne d'Alexandre le Grand. Pourtant, la qualité et l'abondance des observations concernant les chameaux témoignent incontestablement d'une grande familiarité de l'auteur avec l'animal et très probablement d'une autopsie. Cela s'explique en fait très bien par la présence des chameaux dans les marges très proches du monde grec. Je vais pour cela citer un exemple. En 395, après avoir battu le satrape Tissaphernes près de Sardes, le roi spartiate Agésilas s'empare de nombreux chameaux qu'il a ensuite ramenés en Grèce et qui ont acquis, selon Xénophon, une petite célébrité. On voit donc qu'avec l'enracinement d'un pouvoir achéménide en Asie mineure, une population caméline semble s'y être sédentarisée, notamment pour répondre aux besoins de l'administration et de l'armée perse. Cela suppose la présence d'experts, éleveurs et chameliers, auprès desquels Aristote a pu se renseigner, et cela d'autant plus facilement qu'il résidait à Assos, en Éolide, au moment de la rédaction de son ouvrage. Malgré tout, ce n'est qu'avec la conquête de l'Empire perse que les Grecs s'approprient véritablement les chameaux et leurs usages. En 334, au début de sa campagne, Alexandre ne dispose d'aucun chameau dans son armée. Tout le bas est assuré par des mules et des chevaux. Face à lui, au contraire, Darius III rassemble une armée qui compte des centaines de chameaux. Quinctius évoque notamment les 300 chameaux qui font partie du bagage, avec les femmes et les enfants, et qui doivent porter le trésor de guerre. On peut supposer que les chameaux de Darius III ont été capturés après la bataille d'Issos, mais on sait surtout par Arien qu'après la bataille de Gaugamel, Parménion s'est emparé du bagage perse entreposé à Arbel, parmi lequel il a trouvé des éléphants et de nombreux chameaux. Ces chameaux sont d'abord versés au butin. C'est en 324 à Persépolis qu'Alexandre les intègre comme porteurs dans l'armée. Il s'agit alors de transporter le trésor royal, évalué à 120 000 talents, vers d'autres capitales comme Suse et Ecbatane. Pour cela, Alexandre fait venir 3000 chameaux depuis la Mésopotamie et la Susiane. Plutarque parle même de 5000 chameaux. Pour transporter de très grandes quantités de mobilier, le chameau s'est imposé chez les Macédoniens comme il s'était imposé déjà chez les Perses. L'animal a en effet une capacité de transport qui est estimée au double de celle de la mule, c'est-à-dire qu'il peut facilement assumer une charge de 200 à 300 kg et jusqu'à 400 kg pour des courtes distances. Lorsqu'Alexandre doit renouveler les effectifs des bêtes de somme de son armée, il n'est pas rare qu'il obtienne des chameaux. C'est le cas en 327, après une traversée de la Sogdiane qui a été rendue difficile par le froid et les intempéries. Le satrape Sisimitrès lui envoie des chameaux de Bactriane. Mais la plus grande opération de remonte concerne la sortie du désert de Gédrosie. L'armée a beaucoup souffert pendant cet épisode, le train est décimé et les hommes sont tenaillés par la faim. Alexandre demande à 3 satrapes, ceux de Parthiène, Drangiane et Ari, d'envoyer en vitesse en Carmanie des chameaux de course et des bêtes de somme chargées de grains pour ravitailler l'armée, mais aussi pour renouveler les effectifs du train. Dès lors, on peut considérer que les chameaux sont désormais des acteurs structurels, permanents de la logistique de l'armée. Dans cet épisode, Diodore parle bien de caméloi dromades, c'est-à-dire des chameaux de course. Selon Paul Bougowski, c'est l'urgence de la situation qui exige la mobilisation de ces dromadaires particuliers, qui ne sont pas normalement affectés au bas. Cela nous amène au deuxième usage achéménide du chameau, repris par Alexandre, celui des chameaux de course. Alexandre découvre les caméloi dromades à Suse. Il les découvre à Suse en décembre 331, lorsque le satrape Aboulytès lui livre la ville et les animaux royaux. Ce sont des dromadaires plus fins et légers qui sont élevés pour leur vitesse.
Ils ont une capacité de portage d'à peine 200 kg, mais ils sont surtout affectés au transport rapide des personnes, des officiels et des messagers à travers l'Empire. Alexandre s'approprie ce système de coursier, comme en témoigne le funeste épisode de l'assassinat de Parménide. En 330, à Phraaada Proftasia, en Drangiane, Alexandre fait exécuter son commandant de cavalerie, Philotas, pour sa supposée participation à un complot. Le père de Philotas, Parménion, général respecté et influent, tient alors la garnison d'Ecbatane. Pour prévenir toute révolte éventuelle de sa part, Alexandre entreprend de le faire assassiner avant qu'il ait reçu la nouvelle de la condamnation de son fils. La route la plus courte entre Phraaada et Ecbatane fait environ 1700 km, mais traverse le désert du Dashtekevir. Alexandre mobilise alors des caméloi dromades ainsi que leurs 2 chameliers arabes pour transporter le plus rapidement possible un messager muni de lettres royales. Ce petit équipage accomplit le trajet en 11 jours, c'est-à-dire à un rythme d'environ 150 km par jour, un trajet qui, selon Strabon et Quinctures, se fait normalement en 30 ou 40 jours au rythme d'une armée en marche. On perçoit là l'importance du rôle des dromadaires dans les communications de l'Empire. D'ailleurs, l'administration impériale n'était pas la seule à l'utiliser, puisqu'en 316, des communautés villageoises de Perside envoient des chameaux de course à leurs satrapes, Pokestas, pour les prévenir de l'approche d'Antigone le Borgne. En spatialisant ces différentes anecdotes, on constate que ce système postal à dos de dromadaires était très largement répandu d'un bout à l'autre du plateau iranien. On peut aussi y ajouter le toponyme Gogamel, dont le sens étymologique, la maison du chameau, fait peut-être référence à l'existence d'un relais de poste disposant de dromadaires. Enfin, le 3e usage du chameau que je veux présenter est en fait chronologiquement le premier, puisqu'Alexandre l'expérimente dès 332. C'est l'organisation de caravanes d'eau. En effet, lorsqu'Alexandre entreprend de se rendre au sanctuaire d'Amon, dans l'oasis de Siwa, il aurait organisé une caravane de dromadaires portant des outres remplies d'eau. Seul Quinctures rapporte cette anecdote qui a parfois été mise en doute. Mais Hérodote rapporte pourtant que les Perses, après avoir conquis l'Égypte, ont mis en place un système de caravanes d'eau régulière entre Memphis et la région du Negev. Or, juste avant de partir pour Siwa, Alexandre s'est fait livrer la ville de Memphis par le satrape Mazakès. Il disposait donc de tous les moyens nécessaires pour organiser cette caravane d'eau. À l'époque hellénistique, les chameaux ont manifestement continué d'accompagner les armées opérant en Orient, puisqu'on les retrouve d'abord dans l'armée d'Antigone le Borgne, donc à la fin du IVe siècle, et à la fin de la période hellénistique, au 1er siècle avant Jésus-Christ, ils servent encore à porter le bagage et le matériel militaire, tant chez les Parthes que dans l'armée de Mithridatis le Pator. Quelques évolutions sont toutefois notables. D'abord, des unités d'archers arabes montées sur des dromadaires font leur apparition dans les sources. On se rappelle que cela avait été expérimenté de manière éphémère par Cyrus au VIe siècle. Et d'après Diodore, certaines tribus arabes ont développé l'archerie montée sur dromadaire. Il mentionne plus loin l'exemple des Dèbes, qui vivent sur le littoral arabique de la mer Rouge et combattent à dos de dromadaires, mais sans préciser comment. À la bataille de Magnésie du Sipil, en 190, Antiochos III déploie à l'aile gauche des unités d'archers arabes montées sur des dromadaires de course. Ces contingents ont pu être levés parmi les Arabes Skénitaï qui vivent le long de la Mésopotamie sous domination séleucide. La conduite des chameaux est moins précise et moins nerveuse que l'équitation, et en cela moins adaptée à la guerre. Pour autant, avec le développement de l'archerie montée, il n'est pas impensable que les Arabes se soient spécialisés dans ce genre de combat. D'après une notice lexicographique de Pollux, les Bactriens auraient également combattu à dos de chameaux, mais je n'en ai pas trouvé d'autres témoignages dans les armées hellénistiques. Pour l'Égypte lagide, le travail de la mission archéologique française du désert oriental a été particulièrement riche d'enseignements sur le rôle joué par les dromadaires, notamment le long des routes qui permettent de relier la vallée du Nil à la mer Rouge. Ces routes ont été ouvertes par Ptolémée II et jalonnées de citernes et de fortins, lesquels ont livré une grande quantité d'ostracas. Et cette documentation a été récemment présentée par Marie-Pierre Chauffret et Hélène Cuvigny dans le volume des vaisseaux du désert, dont j'ai parlé au début. L'étude de cette documentation permet d'apprécier le va-et-vient incessant de petits groupes de chameaux acheminant du bois pour la construction navale, des céréales, de l'eau pour les forts et bien sûr des produits exotiques venant de mer Rouge. Ces animaux appartiennent au roi et sont placés sous la responsabilité de chameliers arabes qui doivent aussi assurer leur reproduction dans le désert. Enfin, il est intéressant de voir que l'importance régionale des chameaux a parfois fini par faire entrer l'animal dans les mises en scène symboliques de la propagande royale. Ptolémée Ier aurait, d'après une anecdote un peu douteuse rapportée par Lucien, importé un chameau de Bactriane en Égypte et l'aurait exhibé comme animal exotique. En soi, cette partie-là n'est pas forcément douteuse, mais l'ensemble de l'anecdote fait peu authentique. De son côté, Ptolémée II en a fait parader lors des Ptolémaïades d'Alexandrie, dont on a déjà parlé, en les intégrant à la mise en scène du triomphe de Dionysos sur l'Inde.
Et chez les Séleucides, à la fin du IIe siècle, Antiochos VIII Grypos se met à offrir des chameaux à ses convives lors du banquet des fêtes de Daphné, alors qu'auparavant, seuls les chevaux étaient traditionnellement l'objet de présents royaux. Enfin, dernier exemple, dans le royaume gréco-bactrien, Ménandre Ier Soter utilise au milieu du IIe siècle le chameau de Bactriane comme type monétaire de revers sur une série de monnaies en bronze. Si les chameaux ont été beaucoup associés aux Perses à l'époque classique, il n'en va pas nécessairement de même à l'époque hellénistique. Les Grecs ont découvert plus en profondeur les routes de l'Orient, ainsi que l'expertise chamelière de certaines populations d'Arabie et de Caspienne. Et dès le début de l'époque hellénistique, c'est d'abord l'Arabie qui attire l'attention des Grecs, car les chameliers arabes contrôlent plusieurs routes essentielles aux mobilités militaires. Les Nabatéens, par exemple, deviennent des acteurs essentiels dans la guerre des Diadoques, car leurs élevages de dromadaires leur permettent d'occuper une position centrale à la fois comme intermédiaire sur la route de l'encens. Ils acheminent en effet la myrrhe, l'encens et les aromates qui viennent d'Arabie heureuse, c'est-à-dire du Yémen, mais incontournable aussi comme transporteur capable d'acheminer du matériel, des vivres et des hommes entre l'Égypte, qui est alors sous le contrôle de Ptolémée, et la Babylonie, où Séleucos s'est réinstallé en 312. Strabon rappelle en particulier que l'espace du Sinaï est sablonneux, désertique et infesté de reptiles. D'après le géographe, on ne peut pas y circuler autrement qu'à dos de dromadaire. S'attacher le soutien logistique des Nabatéens est donc indispensable. Comme il l'était déjà du temps d'Assaradon et de Cambyse, que j'ai mentionné, puisque ces deux rois avaient précisément dû négocier le soutien des Arabes pour obtenir des caravanes d'eau pour traverser le Sinaï. Dès le printemps 310, Ptolémée fait parvenir à Séleucos des secours via les Nabatéens. Et c'est peut-être en réponse d'ailleurs qu'Antigone le Borgne a essayé de soumettre les Nabatéens à 2 reprises, d'une part pour les éloigner de Ptolémée, et d'autre part parce que lui-même s'est beaucoup intéressé au commerce de l'encens et qu'il aurait peut-être voulu en prendre le contrôle. Mais ces expéditions ont échoué, notamment à cause de la rapidité des déplacements des chameliers. Il n'a pu obtenir qu'un accord et un cadeau de 700 dromadaires. Ces relations lui permettent, en octobre 306, d'obtenir à son tour l'assistance logistique des Nabatéens pour envahir l'Égypte. Ces derniers lui envoient à Gaza plus de 1300 dromadaires qui ont pour mission de transporter tout le ravitaillement et le fourrage de l'armée. Un autre axe de circulation contrôlé par les chameliers est évoqué par Strabon. Il concerne les Scénitai, littéralement ceux qui vivent sous la tente. Ce sont des nomades présentés comme arabes dans les sources. Ils vivent sur les territoires pauvres et désertiques qui s'étendent autour des plaines irriguées de Mésopotamie. En l'occurrence, à la fin de l'époque hellénistique, ils contrôlent les espaces désertiques du centre de la Syrie et semblent y pratiquer, d'après Strabon, une sorte de dumping fiscal pour attirer les convois de marchands auxquels ils offrent toutes les facilités d'hébergement, de ravitaillement, de transport grâce aux dromadaires, sans leur faire payer les droits de douane qui sont prélevés habituellement sur les bords du fleuve. On a toutefois moins de sources sur les circulations concernant les chameaux de Bactriane. Les Grecs ont quand même remarqué plusieurs mobilités commerciales intéressantes, que je vous présente rapidement ici. D'abord celle des Aors, qui vivent dans la région du Caucase, au sud du Tanaïs, et semblent être devenus de grands éleveurs de chameaux bactriens, ce qui leur a permis de rompre leur isolement et de se raccorder à la route commerciale de l'Inde, la future route de la soie. Ils sont ainsi devenus des partenaires commerciaux des Mèdes et des Arméniens. Ces informations qui viennent de Strabon remontent au moins à l'époque de Pharnace II, qui règne sur le pont au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Par ailleurs, les peuples de la Caspienne, qui d'après Ctésias étaient déjà des grands éleveurs de chameaux à l'époque achéménide. Ces peuples caspiens n'ont pas hésité à se servir de l'animal pour leur commerce. On sait en particulier, d'après Élien, qu'ils exportaient leur salaison de poissons jusqu'à Ecbatane. Et même si aucun auteur ne le précise, si leurs laines de chameaux sont devenues aussi réputées, c'est probablement qu'ils en faisaient également le commerce. En conclusion, la diffusion des camélidés était déjà largement entamée en Orient avant l'Empire achéménide. Mais ce sont les Perses qui les ont véritablement fait entrer dans le paysage animal des Grecs, notamment en les établissant durablement en Asie mineure. En Grèce propre, les camélidés étaient des animaux exotiques, un apport de l'Orient lointain, qui a contribué à alimenter des représentations fortes de l'altérité barbare. D'abord des Perses à l'époque classique, puis des Arabes à l'époque hellénistique. Néanmoins, de tous les animaux exotiques, les chameaux semblent avoir été parmi les plus familiers des Grecs. Ils ont accompagné toutes les armées d'Orient, y compris celles des Gréco-Macédoniens, pour leur qualité de grands transporteurs et leur sobriété dans les milieux les plus hostiles. En dépit de leur large diffusion, ces animaux sont restés la spécialité de quelques populations expertes dont le mode de vie et l'économie reposaient essentiellement sur eux. La maîtrise de l'élevage et de la conduite des chameaux a permis à ces populations de prendre le contrôle de certains itinéraires stratégiques
qui ont suscité des négociations diplomatiques et parfois des tensions, mais sans jamais remettre en question le rôle indispensable de ces populations chamelières. Je vous remercie.